Alors, dans la première partie de l'émission, nous avons surtout insisté sur un point qui, à notre avis, est tout à fait capital, c'est que les éoliennes ne sont pas réellement une énergie renouvelable au sens classique du terme, mais c'est plutôt une énergie totalement intermittente, qui passe de 0 à sa puissance nominale, simplement en fonction de la capacité du vent. Si le vent souffle à moins de 15 km/h, il n'y a rien. S'il souffle à plus de 100 km/h, il faut tout arrêter. Et la puissance nominale varie de 0 à 100 lorsque le vent varie de 15 km/h à 80 km/h. Bien entendu, dans un cycle de vent intermittent, les choses sont encore plus complexes. Donc, c'est une énergie intermittente et si on veut assurer la continuité de la fourniture d'électricité, il est impératif de fabriquer, chaque fois qu'on fabrique un champ d'éoliennes, d'installer des centrales thermiques à gaz, au charbon ou au fioul qui seuls sont capables de démarrer très rapidement et d'assurer la continuité de la fourniture du courant. Par-dessus le marché, le prix de revient des courants électriques fournis par les éoliennes est très élevé. Il varie entre 2 fois le prix standard qui est environ 50 centimes d'euros le kilowatt. Ça, c'est le prix standard du marché. L'éolien terrestre, c'est 1 euro environ le kilowattheure. Et en fait, si on passe à l'éolien maritime, c'est encore beaucoup plus puisqu'on parle de coûts voisinant les 2 euros. C'est-à-dire que le coût de production de l'électricité en mer sera de l'ordre de 5 fois plus cher que le coût d'électricité, soit par les centrales nucléaires, soit par les centrales électriques qui existent simplement hydrauliques ou des usines au fioul à charbon existant aujourd'hui. Ce point est très important parce qu'il y a un véritable scandale financier dans l'installation des éoliennes, puisque EDF est obligé, en quelque sorte par contrat, de racheter aux fabricants d'éoliennes l'électricité à un coût qui est scandaleusement élevé par rapport au prix du marché. Et qui paie, bien entendu, ce n'est pas l'électricité de France, puisque ceci est intégralement répercuté sur les factures des gens qui achètent l'électricité dans toute la France. Et nous mettons en garde simplement nos concitoyens sur le fait que si effectivement les projets du gouvernement de multiplier les champs d'éoliennes par 5, par 6 ou davantage, eh bien, si ces projets voient le jour, eh bien, la facture d'électricité risque de doubler, voire de tripler. Alors, ce n'est pas quelque chose d'innocent, puisque aujourd'hui, il y a environ, je vois Jean-Louis Butré qui pourra me dire si ces chiffres, environ 5000 éoliennes installées en France aujourd'hui, et on parle d'en installer 25 000. C'est-à-dire de multiplier le nombre d'éoliennes existantes par 5. Et bien sûr, ceci est une catastrophe à de multiples points de vue. Nous avons également mentionné le fait que dans la fabrication d'une éolienne, eh bien, il rentre parfois 1 tonne de terres rares qui sont produites intégralement par les Chinois. Et donc, en même temps, les fabricants d'éoliennes sont essentiellement allemands et danois. Et ces fabricants ont eu tout le temps de prendre des brevets sur leur production, ce qui veut dire que si les Français fabriquent des éoliennes, ils seront obligés de le faire sous licence danoise ou allemande pour essayer de s'adapter aux brevets qui ont déjà été pris. Donc nous sommes dans une situation où il est difficilement imaginable de penser que la fabrication et l'installation d'éoliennes soit une entreprise qui ne soit pas très pénalisante pour l'industrie et le consommateur français. En même temps, Jean-Louis Butré, vous avez signalé qu'une éolienne terrestre nécessitait un socle de béton de 1500 tonnes. 500.
Bon, 1000 essayons d'être factuels, 1000 à 1500 tonnes, ça dépend. Et ce socle de béton, et un béton armé, est absolument inamovible, puisqu'on a peine à imaginer qu'il puisse être enlevé. Alors, j'engage tous les auditeurs à prendre la route entre Paris et Orléans, où ils verront un immense champ d'éoliennes avant d'arriver à Orléans dans la Beauce. Et les agriculteurs beaucerons pourront apprécier le fait d'avoir des blocos installés en place, probablement jusqu'à pendant des millénaires, puisque c'est quasiment impossible de les tirer dans la bonne terre qui était la leur. Alors, nous allons tout à l'heure donc avoir M. Becquet, qui est donc le gérant de la coopérative des pêcheurs du Tréport, et là, on parle actuellement, il y a tout un ensemble de champs d'éoliennes. Ainsi, au Tréport, on parle d'installer, les parcs sont déjà prévus, 480 mégawatts d'éoliennes, ça fait combien ça? 75 éoliennes, ça dépend la capacité qu'ils prendront, mais en gros, si vous avez mieux, il faut compter 75 éoliennes. Alors si elles sont plus puissantes, ça sera un peu moins en nombre, mais c'est de l'ordre de grandeur. Alors, il faut imaginer que ces éoliennes auront 220 mètres de haut, ce qui représente à peu près les 2/3 de la tour Eiffel, pour donner une idée de la taille de ces éoliennes. Et alors, elles sont installées sur des sites hautement touristiques. Le Tréport, en face du Tréport, vous avez les falaises de Crais qui sont splendides, mais vous avez aussi Fécamp, où l'on parle d'installer 480 à 500 mégawatts d'éoliennes en mer. Courseulles-sur-Mer, eh bien ça, pour nos auditeurs qui n'ont pas une connaissance précise de la géographie de la Manche, eh bien ce sont les plages du débarquement. Alors encore 500 mégawatts. Saint-Brieuc, alors ça, c'est près de Saint-Malo, Paimpol, Tréguier, Saint-Quay-Portrieux. Ce sont des endroits où beaucoup de gens vont passer leurs vacances. Alors 500 mégawatts. Saint-Nazaire, alors ça encore, c'est devant toute la Loire Atlantique. La Baule, c'est devant la Baule, 750 mégawatts. Noirmoutier, l'Île-Dieu, 480 mégawatts. Donc il y a... Et peut-être l'Héron, on en parle. On parle d'Oléron. Alors ça veut dire que toutes les zones appréciées pour leur beauté du littoral français vont être mitées d'éoliennes qui vont être d'immenses structures qu'on verra à 10, à 20, à 50 km avec des hauteurs de 220 mètres. Et bien entendu, non seulement vous aurez des hélices gigantesques qui vont tourner, mais en même temps, ces éoliennes vont avoir comme effet un éclairage intermittent, des petits clignotants qu'on va voir à l'horizon. Bon, c'est quand même hallucinant, Jean-Louis Buttré. Ah oui. Alors déjà, là, on parle un petit peu de l'impact des éoliennes au point de vue des paysages et du patrimoine de la France, finalement. Donc, au point de vue paysage, ce qui m'avait frappé, si vous avez mieux, c'est que au moment du Grenelle, nous avions été, avec quelques spécialistes, voir parce que, disons, l'impact qu'allaient avoir ces futurs programmes d'éoliennes, là, c'était sur le territoire français, par rapport au paysage de la France. On avait fait travailler des architectes et, si vous voulez, on avait fait le calcul suivant une éolienne terrestre se voit au moins à 5 km. Ça se voit de beaucoup plus loin, mais mettons, on la voit bien, très bien à 5 km. Un champ d'éoliennes de 10 machines, ça a telle surface. Donc, on s'était posé la question, si on met 10, 20, 50, 100 parcs, qu'est-ce que ça va prendre comme paysage de notre pays ? Et on était arrivé à des chiffres hallucinants. C'est-à-dire qu'avec les programmes du Grenelle, on était arrivé à prendre 20 à 25% des paysages de la France. C'est-à-dire qu'on mettait quelque chose et pour la première fois, on touchait d'un seul coup, progressivement, 25% du paysage de la France. Et ça, si vous voulez, ça appartient à tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est une notion qui n'a pas de sens. Ça veut dire que c'est l'âme de notre pays.
Je dirais, c'est carrément bousillé. À la limite, vous installez une centrale thermique. Bon, alors il y en a. Une centrale thermique, c'est une usine quelque part. Alors il faut qu'il y ait des usines de temps en temps, mais elle est unique dans son coin. Et si vous installez des éoliennes, il y en a partout. Et en plus, par-dessus le marché, ce n'est pas... aujourd'hui, vous avez encore des régions qui sont peu infestées d'éoliennes. Ça va venir. Mais alors, par exemple, on parle de la chaîne des puits. Non, mais attendez, ça va venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui croient être encore à l'abri ne le sont pas. Et il y a ce qu'on appelle les schémas climat et énergie qui ont été définis de façon totalement arbitraire, à notre avis, puisqu'on les a tous attaqués en justice, la Fédération Environnement Durable. Et un schéma, ce qu'on appelle le schéma régional éolien, le SRE, et 90% des communes ont été déclarées favorables à l'éolien. C'est-à-dire qu'on peut implanter des projets. Et quand on voit des régions qui étaient un peu en retard, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de projets en cours. C'est hallucinant. Alors, c'est tout va être touché. Même, et ce qui nous avait choqué particulièrement, il m'avait choqué, c'était les parcs naturels régionaux. On a une quarantaine de parcs naturels régionaux, et la nature, par principe, c'est pas les industrialiser avec des machines électriques. Et malgré ça, les promoteurs et le lobby éolien ont réussi à faire en sorte que les parcs naturels régionaux devenaient des zones favorables à l'éolien. Pour vous donner un exemple, le parc du Haut-Languedoc-Roussillon, c'est un des plus beaux. Je sais qu'ils sont tous beaux, mais c'est un des plus beaux. Bien, il est en train de construire entre 300 et 600 machines. Oui, c'est le Sommeil, l'Espinouse, la Montagne Noire. Tout ça. Si vous voulez, qu'est-ce qu'on veut pour la France ? C'est nos plus belles richesses écologiques. Vous parlez des montagnes d'Auvergne, elles vont être infestées. Le parc des volcans d'Auvergne va être touché. J'étais là il y a 15 jours pour essayer de protéger une zone. Vous parliez, alors, bien sûr, de ces très beaux sites des côtes, mais il y a aussi les sites qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous nous sommes battus à la Fédération Environnement Durable pendant près de 3 ans, et c'est pas fini, pour protéger le Mont Saint-Michel. C'est-à-dire que l'État français a mis de l'argent pour, disons, faire en sorte que c'est un des joyaux mondiaux ne soit pas touché. Et bien, il y avait des projets d'éoliennes qui se voyaient du Mont Saint-Michel. Et se voyaient pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'autour du Mont Saint-Michel, vous avez une couronne de collines. Et si vous mettez une éolienne de 150 mètres de haut sur déjà quelque chose qui fait 100 mètres de haut, ben ça monte à 200 mètres. Et alors, du Mont Saint-Michel, vous la voyez et vice-versa. Donc, nous sommes battus, l'UNESCO est intervenu. Mais actuellement, nous nous battons pour beaucoup de sites en France pour protéger qui sont patrimoine. Alors, avec votre Fédération d'environnement durable, eh bien, vous menez un combat remarquable contre ça. Mais je vais faire une petite entorse à mon émission où il est d'usage, comme nous parlons de sciences et de techniques, de parler très peu de politique. Eh bien, je vais simplement citer un article du Monde daté du vendredi 9 mai 2014, un extrait. Et voici cet extrait. De nombreux obstacles, les obstacles c'est vous par exemple, c'est nous, c'est Radio Courtoisie, freinent cependant le déploiement de cette filière. Il s'agit des éoliennes. Et Madame Valérie Pécresse a ainsi adressé une supplique au gouvernement français pour éviter l'empilement des recours et a commencé à produire ces éoliennes sans tarder. Et pour cause. Et c'est intéressant. Alors, il est urgent de simplifier les procédures d'autorisation et Madame Ségolène Royal s'est engagée à créer un cadre juridique et financier stable dans la loi sur la transition énergétique qui sera présentée. C'est scandaleux. Et alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, aussi bien, si je ne m'abuse, Madame Pécresse, c'est l'UMP. C'est pas une question de... Oui, mais je veux dire, c'est quand même une personne qui est située à l'UMP, et Madame Ségolène Royal, c'est le Parti Socialiste. Donc l'UMP et le Parti Socialiste voient deux personnes qui sont des femmes politiques importantes, qui toutes les deux disent il faut absolument construire des éoliennes rapidement, il faut empêcher qu'on puisse s'y opposer. Enfin, c'est quand même quelque chose d'hallucinant.
Bah, écoutez, Madame Valérie Pécresse, et je voudrais surtout pas me lancer sur des questions politiques, je suis totalement apolitique, j'en ai jamais fait. Mais enfin, je note quand même que c'est son mari qui est président d'Alstom Énergie Renouvelable et qui fait des éoliennes. Oui, enfin bon, Bon, si vous allez me dire, pourquoi pas. Mais enfin, bon, d'un seul coup, son intérêt absolument fantastique pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de frein au développement des éoliennes commence à devenir douteux dans ma... Quant à Madame Ségolène Royal, elle sera responsable du massacre de la France. Et actuellement, cette fameuse loi qui s'appelle la loi d'autorisation unique, qui a été votée par, disons, le député François Brotte, est une loi, pour moi, inique. C'est-à-dire qu'elle consiste à enlever pratiquement toutes les lois traditionnelles, classiques, qui protègent les citoyens, pour donner les clés de la France aux promoteurs éoliens. C'est-à-dire tous les recours deviendront impossibles. Ils veulent même pénaliser plus les associations, ce qui est absolument incroyable. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on parle de ministère de l'Environnement, quand on parle d'un certain nombre de hauts responsables, on n'a pas ces gens-là en face. On a derrière un énorme lobby qui est introduit dans les circuits de l'État, à travers du reste, la filière, c'est l'Agence de maîtrise de l'énergie, et ensuite le ministère de l'Environnement. Enfin, Madame Ségolène Royal est la 14e ou 13 ou 14e ministre de l'Environnement depuis 2000. Hein. Donc, mais il reste, si vous aimez mieux, dans ces structures, des gens qui sont là pour, disons, faire que le lobby éolien continue à fonctionner parce qu'il y a beaucoup d'argent dans ce système. Et ça, c'est absolument terrible, et nous nous battons pied à pied à la Fédération environnementale. Nous avons un recours en Conseil d'État contre l'arrêté unique. Nous avons des recours, comme je l'ai dit, en Conseil d'État contre le tarif de rachat. Nous avons des recours sur, enfin, ça c'est des procès en cours concernant les taxes de facture des Français, la fameuse CSPE. C'est-à-dire que nous nous battons et nous battrons jusqu'au bout. Et nous battrons contre ces lois et ces décrets uniques. Et je vous garantis qu'il y a beaucoup de personnalités qui nous soutiennent parce que ce n'est pas des grandes déclarations comme ça qui vont faire avancer les choses et qui vont au contraire bloquer le système. Alors, nous avons bientôt, nous allons pouvoir faire la liaison avec notre ami Olivier Becquet, qui est donc le gérant de la coopérative des pêcheurs CAPA du Tréport. Alors, Monsieur Becquet, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Monsieur Becquet ? Oui. Oui, allô. Ah, très bien. Alors, nous vous rappelons, Monsieur Becquet, que vous intervenez sur le Libre Journal des sciences et des techniques de Radio Courtoisie. Nous avons accueilli tout à l'heure Monsieur Gérondeau qui vient de nous quitter, et nous avons en face de nous Jean-Louis Buttré, qui vous connaît bien. Et je voudrais, Monsieur Becquet, que vous nous parliez au nom des pêcheurs du Tréport sur comment vous voyez l'installation prévue d'un champ d'éoliennes de 480 MWh avec des éoliennes de 220 mètres de haut en face du Tréport, qui est l'endroit où vous allez pêcher la sole. J'aimerais que vous en parliez de façon très libre. Donc, juste un point, c'est que là, je ne vais pas vous parler au nom des pêcheurs du Tréport, mais au nom des pêcheurs de toute une façade maritime qui est de la Haute-Normandie jusqu'au Picardie Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'on a un peu tendance à focaliser sur les pêcheurs du Tréport uniquement, alors que c'est tout le littoral qui est impacté par ce projet de champ éolien, justement, dans la zone, effectivement, du Tréport. La zone du Tréport, c'est une zone halieutique de grande importance. Tous ces navires vont pêcher dans cette zone, et c'est pour ça que le port du Tréport, c'est le port de pêche le plus important de Haute-Normandie, pour le poisson, en sachant que Dieppe, c'est le plus important pour la coquille Saint-Jacques spécifiquement. Voilà. Donc le problème de ces industries éoliennes-là, qui sont prévues être mises en mer, c'est justement qu'ils mettent ça dans des zones où il y a toute une faune, une flore exceptionnelle, qui fait que justement on a des gisements et de la reproduction, il y a des frayères exceptionnelles qui permettent à toute une activité de travailler et s'équilibrer.
Donc les champs éoliens, si on doit en mettre, eh bien qu'ils soient mis comme on a eu le cas pour Fécamp. Hein, c'est un accord de toute la façade pour le parc de Fécamp. Donc autant on était d'accord pour Fécamp, autant on ne l'est pas du tout pour le Tréport. Voilà. Donc ces décisions qui sont prises sans concertation avec les professionnels, eh bien c'est dramatique pour le milieu. Voilà. Donc, alors, quel est, à votre avis, Monsieur Becquet, quel sera l'impact sur la pêche et sur les patrons pêcheurs du Tréport et qui vont pêcher dans cette zone? L'impact sur la pêche et la navigation en même temps, hein, parce que la Manche, c'est un couloir de navigation spécifique justement par les courants de marée qui sont en marée de Viveau jusqu'à 3 nœuds. Donc c'est vraiment une situation particulière par rapport à la mer du Nord. Ce ne sont pas du tout les mêmes fonds. Hein, ce sont des fonds de Ridin avec les falaises de galets, etc., qui permettent l'accroche pour les œufs, la reproduction des espèces. Il est clair que si on vient taper là-dedans, nous, le devenir de la reproduction, donc de la pêche derrière, eh bien, c'est compromis. Nous, on voudrait voir déjà, on ne souhaite pas qu'il y ait d'éoliennes en mer, c'est pas du tout notre cheval de bataille. L'éolien, c'est un truc qui, s'il est prévu d'être mis en mer, c'est parce que ça gêne les terriens. Donc, vous voyez, c'est vraiment un débat qui ne nous concerne pas. Le problème, c'est que ça génère aussi, dès maintenant, des problèmes. Alors, bon, monsieur Becquet, je vous interromps juste pour faire nettoyer le terrain, parce que c'est dans la Manche, vous avez énormément de mines dues aux dernières guerres. Toutes les bombes, les mines qui ont été larguées sur ces fonds-là, eh bien, sont à campagne de déminage successives, eh bien, sont percutées et pose des problèmes, à notre avis, sur la reproduction également. Donc c'est pas seulement quand il y aura le champ, c'est dès maintenant, pour nous, ça cause des problèmes. Et après, il y aura bien entendu des problèmes pour la navigation. Alors, Monsieur Becquet, je vous donne un chiffre que vous devez bien connaître, mais c'est aussi pour nos auditeurs qui nous écoutent sur Radio Courtoisie. Il faut savoir que le prix de revient du kilowatt terrestre, éolien terrestre, est le double du prix du marché, c'est-à-dire on passe en gros de 45 centimes le kilowatt à 1 euro, et en mer, c'est 2 euros, c'est-à-dire c'est 5 fois plus. C'est-à-dire qu'en plus, on va fabriquer des éoliennes où le courant est extrêmement peu rentable. Alors, si vous voulez, ça doit sans doute rendre heureux les patrons pêcheurs de Dieppe, du Tréport, de voir que l'on installe ces machines en face de leur terrain de pêche. Oui, vous avez aussi, si on regarde les journaux professionnels, des articles qui vous disent que, par exemple, autour de l'Écosse, on débranche les champs éoliens parce que les réseaux à terre sont pas adaptés pour recevoir les pointes de production, parce que évidemment, hein, il y a des périodes où il y a du vent, il y a des périodes où il y en a moins, et comme c'est pas régulier du tout, c'est apparemment assez difficile à gérer, voire pas possible. Donc c'est effectivement, mais là, je crois que tout le monde, enfin, ou devrait être conscient des coûts de ces chantiers, de la rentabilité, et est-ce qu'il y a une raison vraiment à mettre ça en place. Alors après, nous, on nous dit ça va créer de l'emploi en Haute-Normandie. Au départ, on entendait parler de 15 000 emplois. Là, c'est descendu à 6 000, en sachant que 6 000 emplois, c'est pour la Haute-Normandie et Attendez, Monsieur Becquet. Ouais. Nous sommes dans des fabrications où il y a des champs d'éoliennes qui représentent combien sur le champ du Tréport? C'est 50 éoliennes. C'est la ville de Paris, hein, c'est 75 km². Hein. C'est combien? 50 éoliennes? 60. Ah non, c'est 64 éoliennes. 64. Mais est-ce que vous croyez que 64 éoliennes peuvent engendrer l'emploi pour 15 000 personnes? Ça me paraît complètement... Voilà, non, mais tout ça, ça a été mis en avant par les promoteurs pour faire avaler la pilule.
Le problème, c'est que nous, si ces éoliennes sont mises en place dans les zones telles qu'on les connaît, et là, tous les pêcheurs, enfin tous les gens de la profession qui se penchent sur le milieu halieutique, aussi bien les scientifiques, personne pourra vous dire qu'il n'y a rien et que ça gêne personne. Donc il faut vraiment regarder les choses en face. Et ce qu'il faut, c'est arrêter de faire croire aux gens des choses, au même titre que quand on parle d'énergie marine renouvelable, l'éolien, c'est pas une énergie marine. Bon, donc mais c'est pas renouvelable non plus, c'est intermittent. Voilà, donc il faut vraiment dire les choses, expliquer aux gens comment ça marche, ce que ça coûte et ce que ça va coûter socialement à toute une population, quoi. Alors, Monsieur Becquet, juste une chose encore importante, c'est que il est clair que l'éolien en mer a recueilli de la part des habitants et du milieu des pêcheurs une opposition totale. Donc, Oui. vous êtes d'accord avec moi? Et est-ce qu'on vous a écouté? Alors, c'est une opposition totale. Nous, on a l'obligation vu la pression de toute manière, une pression politique, de mettre ces choses-là en place. On a décidé au niveau professionnel, la pêche en France est très structurée, il y a un comité national, il y a des comités régionaux, donc on s'est mis d'accord en donnant une zone comme par exemple la Fécamp, en pensant que en donnant Fécamp, on faisait la part du feu, c'est-à-dire que on donnait une zone et que pour le reste on serait tranquille. Sauf que voilà tout, ça ne suffit pas, il faut en faire et en faire et en faire, et ce sont des gens qui ne s'arrêteront pas parce que ce sont des chantiers tels qui vont coûter énormément d'argent et pour rentabiliser des chantiers comme ça, il va falloir produire sans arrêt. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs des sociétés comme au Danemark ou en Allemagne ou en Espagne qui ont rencontré d'énormes difficultés à continuer leur production parce qu'ils ne savaient plus où les mettre. Voilà. Donc est-ce qu'on va couvrir la Manche d'éoliennes? Là, on va laisser les politiques nous répondre. Oui, alors, Monsieur Becquet, je pense que peut-être, permettez-moi respectueusement de vous dire que vous avez, avec vos collègues, été un peu naïf parce que vous avez donné la main et on vous a pris le bras et encore vous êtes moins du compte parce que vous avez des gens qui disent, eh bien, écoutez, c'est extraordinaire, en France, il y a 11 millions de kilomètres carrés de zones maritimes. Et on peut en installer partout des éoliennes. Donc je pense que vous n'avez pas fini d'en voir. Et je pense que si vous voulez, le Tréport, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Noirmoutier, l'Île-Dieu, ce n'est que le début, malheureusement. Alors, oui, donc ça c'est parce que c'était convenu d'une certaine manière comme cela. Et seulement la zone du Tréport, en ce qui nous concerne, il n'est pas question qu'ils mettent quoi que ce soit sur cette zone-là, parce que ça c'est une zone qu'on va défendre bien sûr. Donc pour l'instant on est dans le discours, enfin dans la discussion on va dire. On veut savoir, parce qu'on nous a demandé, on a convenu qu'on ferait partie des dialogues pour savoir exactement ce qu'ils prévoient faire, etc. Mais en tout cas, la zone du Tréport, on est tout à fait opposé à cette zone-là. On a un discours courtois avec les promoteurs, mais ça n'empêche que notre position ne change pas du tout. Je vais passer la parole à Monsieur Jean-Louis Butré. Oui. Mais d'abord, je vous dis bonjour. Ça me fait plaisir de vous entendre et puis je vous incite vraiment à continuer ce combat parce que d'abord, nous, on ne vous lâchera pas, la Fédération environnementale durable. Vous savez qu'on mène des recours dans tous les sens actuellement pour essayer de bloquer ces lois iniques qu'on nous met, du reste, pour nous faire avaler des choses. Pratiquement, les citoyens n'ont plus le droit de se défendre. Simplement, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, quand je vais au Tréport, d'abord, c'est la beauté de cette région et son aspect à protéger. C'est-à-dire si les gens viennent voir le Tréport, c'est pas pour admirer, comme ils pourront le faire un peu partout, des champs d'éoliennes qui clignotent. Ils viennent au Tréport parce qu'ils aiment le Tréport, parce que ça a une âme. Et actuellement, je crois qu'on est en train de vous voler votre âme. Et je trouve que c'est un beau combat que vous menez et je vous incite vraiment et on vous aidera au maximum. Je reçois bien le message. J'en prends note. Merci, je compte sur vous. Merci. Mais écoutez, en tout cas, ce qui est intéressant dans ce combat,
que vous menez, c'est que, en fait, on a l'impression que tous les pouvoirs politiques, de la droite gouvernementale à la gauche gouvernementale, eh bien, sont tous alliés pour construire des éoliennes partout. Et lorsqu'on se rend compte que c'est pas rentable et que ça ne sert à rien dans la mesure où chaque fois qu'on installe une éolienne, il faut pouvoir compenser le courant que ne produit pas cette éolienne lorsqu'il n'y a pas de vent, eh bien, on arrive à une situation effrayante, c'est-à-dire que je pense que le Tréport, si vraiment s'est installé, ça va détruire de l'emploi dans le milieu de la pêche. C'est évident, aussi bien au Tréport qu'à Dieppe. Ah ben c'est certain, hein. C'est certain que les bateaux qui naviguaient dans cette zone-là, là aujourd'hui, en fonction des discussions qu'on a, les éoliennes seront espacées de 1000 mètres. 1000 mètres, ben, c'est pas grand-chose, hein, en fin de compte, hein. Alors ça peut paraître grand, mais quand on a un navire de pêche avec un engin derrière et qu'il faut manœuvrer avec le courant, la dérive, le mauvais temps, tout ça, ça paraît bien plus compliqué. Et vraiment, on se demande même si le préfet maritime donnera l'autorisation de naviguer dans la zone. On nous laisse entendre que oui, c'est-à-dire que ça c'est pas le préfet qui le dit, hein. Ça c'est les promoteurs et les politiques disent bon, vous pourrez pêcher dans la zone, etc. Mais là le papier c'est pas écrit, hein. Donc le jour où on nous dira c'est trop dangereux, il y a trop de risques pour aller pêcher dans des zones comme ça, ce qu'on pourrait comprendre, eh bien on aura tout gagné, hein. Oui, en même temps, je me permets de vous signaler que une chose à laquelle vous avez certainement pensé, bien entendu, c'est que le temps que ces éoliennes soient construites, si jamais elles devaient effectivement voir le jour, eh bien, il y aurait de profondes perturbations du fond marin, puisque on n'installe pas de façon innocente des socles de béton gigantesques dans des frayères de poissons sans tout bousiller. C'est évident que la période d'installation sera aussi très critique pour la pêche. Nous ce qu'on aimerait entendre de Madame Royal, c'est puisqu'elle est ministre pour l'environnement, c'est qu'elle ait bien conscience de la qualité de ces fonds-là et se rendre compte de ce que ça va donner derrière. Parce que là, ça n'a rien à voir entre remorquer un engin de pêche sur un fond qui n'est ni plus ni moins que la charrue de l'agriculteur dans son champ, hein, et du terrassement tel qu'on pourrait le voir pour des lignes de TGV ou d'autoroute, hein. Là, ça va être un chantier colossal avec les linéaires de câbles qui vont parcourir ces 72 km² et être liés à la terre en plus. Hein, donc ça, faut pas l'oublier non plus. Il y aura des lignes à haute tension gigantesques. Bien sûr. Donc tout ça, en plein dans des zones sensibles, pour nous en tout cas, c'est une aberration. Alors, écoutez, nous vous adressons tous nos encouragements possibles pour continuer à vous battre, car nous estimons que votre combat est juste et il rejoint celui que d'autres personnes font pour l'éolien terrestre. Monsieur Buttré, vous voulez conclure? Oh non, mais je leur remercie parce que je sais que c'est pas facile pour eux face à ces puissances politiques, ces puissances souvent d'argent, parce que vous savez, c'est des affaires d'argent derrière, c'est pas de l'électricité qu'on fait. Et vraiment, je vous félicite pour votre courage. Et je crois que vous avez une chance sérieuse de gagner, même face à des gens qui se croient, qui ont tous les pouvoirs actuellement et qui croient tous les avoir. Eh bien, en tout cas, nous vous remercions, Monsieur Becquet. Je sais que ce n'était pas facile pour vous de nous avoir au téléphone et vous pouvez être assuré de notre, je dirais, totale sympathie. C'est une litote. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, écoutez, c'est clair que voilà des gens qui ont à faire entre un combat difficile, mais si vous voulez, vous apprécierez le sens civique de ces pêcheurs, puisqu'ils ont accepté, comme en pensant que c'était un compromis, d'accepter disons que le fécond
soit envahi par des éoliennes en se disant bien, on va se rabattre sur le Tréport. On ne négocie pas avec ces gens-là. C'est-à-dire, c'est des gens-là, si vous leur donnez un petit quelque chose, ils le prennent et ils repartent immédiatement ailleurs. Pour les gens, par exemple, qui voient un parc éolien où on leur dit on ne mettra pas 10 machines, on va en mettre 5, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ils espacent les éoliennes parce qu'ensuite, ils vont mettre des éoliennes entre les espaces prévus. Donc, tant qu'il y aura ce système d'argent mis en place, ces tarifs de rachat, rien n'arrêtera les promoteurs. C'est les gens, c'est toujours la même chose. C'est clair, parce que en pratique, on offre aux promoteurs une rentabilité de 15% par an, et c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, qui peine sous le fardeau, du moins c'est ce qu'il nous dit, nous dit qu'il est prêt à investir des dizaines de milliards. C'est-à-dire que c'est les consommateurs qui finalement payent ces investissements indirectement, mais il faut savoir que les promoteurs, eux, gagnent beaucoup d'argent. Les plus grandes fortunes de France ont été faites par des promoteurs éoliens. Je vous donne 2 exemples qui sont célèbres, mais connus. Ils s'en cachent pas du tout et ils utilisent le système, donc je ne vois pas pourquoi ils ne l'utiliseraient pas. À partir du moment où on lui remet un système facile. C'est donc la Compagnie du Vent, avec son président, Michel Germain, qui a gagné, en revendant sa filiale, 753 millions d'euros. EDF Énergie Nouvelle, l'ancien président qui possédait EDF Énergie Nouvelle, ou une partie, a vendu pour 500 millions d'euros. Il se trouve au Luxembourg, actuellement. Mais si vous voulez, c'est à partir du moment où le système permet ça, c'est pas les gens qu'il faut accuser, qu'il y ait des gens qui en profitent. C'est que des gens, des gens qui dirigent, qu'ils soient UMP ou PS, c'est pas le problème. Acceptent ça. En période faste, ça serait déjà anormal et choquant, mais en période critique, c'est de la folie furieuse. Et en plus, il y a un très mauvais exemple, c'est-à-dire que à partir du moment où on laisse des systèmes perdurer comme ça, comment voulez-vous que les gens qui souffrent actuellement économiquement respectent les autorités? C'est-à-dire, ces gens-là se comportent comme des rouleaux compresseurs, et je suis vraiment très affolé. Alors, c'est bon, je ne cherche pas particulièrement à faire le procès de Madame Royal, mais lorsqu'elle dit effectivement que voilà, exactement, la France veut rattraper son retard sur ses voisins. Bon, alors, c'est comique. Mais c'est comique. Et la France possède 11 millions de kilomètres carrés de zones maritimes. Bon. Et grâce à ce rivage, elle peut devenir le leader européen des énergies marines renouvelables. Il faudra la soigner. Incroyable. Il faudra la soigner. Oui, attendez, soyons. Non, mais attendez, c'est des choses non, mais c'est effrayant. On est en retard. Déjà, j'avais écrit un article, je crois que c'est dans Marianne, journal. Justement, la France est en retard sur l'Allemagne concernant les énergies alternatives et l'éolien. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que on se lance dans quelque chose, on n'a aucune technologie, où les Allemands sont en train d'arrêter. Sigmar Gabriel, le ministre de l'économie allemand, mène un combat en ce moment féroce pour arrêter le programme des Verts allemands concernant les énergies éoliennes et solaires. Il se rend compte que l'Allemagne actuellement est en train de se pénaliser économiquement. Et en plus, on risque d'être entraînés, nous. Si l'Allemagne peut résister, nous, on ne peut plus. On est actuellement à un niveau où la France coule et est en train encore de percer des trous dans le bateau. Alors, je m'excuse d'avoir dit ça pour Madame la ministre, c'est pas mon genre, mais quand on dit, on écrit des phrases comme ça, il faut se rendre compte ce qu'il y a derrière. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, moi je tenais à être très œcuménique dans ma critique du monde politique, c'est-à-dire vous tombez sur le même langage entre Madame Royal et Madame Pécresse, 2 dames. Je ne fais pas de distinction entre les deux, et toutes les deux disent qu'il faut mettre des éoliennes maritimes partout. Et là-dessus, eh bien, nous avons clairement établi dans notre discussion de la première partie de l'émission que l'éolien maritime, c'était quelque chose qui était doublement catastrophique, parce que c'était d'abord une énergie qui n'était
qui est intermittente, totalement intermittente, et qui coûte extrêmement cher. Et alors, nous n'avons pas beaucoup parlé, Monsieur Buttré, de la fiabilité des éoliennes, parce que en particulier les éoliennes, eh bien, il y a des expériences qui ont été faites en Espagne, où vous avez un des plus grands champs d'éoliens d'Europe qui se trouve entre le Pays basque espagnol et l'Aragon. Et dans cette partie-là, vous avez des centaines d'éoliennes et vous avez plusieurs exemples d'éoliennes dont les pales ont cassé, le moteur a pris feu. Enfin, il y a eu des problèmes nombreux. Alors, ce qui se passe, c'est que les éoliennes sont effectivement une technologie malgré tout relativement fragile. Ce n'est pas quelque chose qui résiste à tout. Et on peut imaginer ce que ça ferait dans un environnement maritime soumis à la corrosion. Alors, il y a l'exemple du Danemark, mais le Danemark a eu beaucoup d'ennuis avec ces éoliennes. Bien sûr, mais il n'y a pas que le maritime. Déjà, sur Terre, il y a régulièrement un certain nombre d'éoliennes qui ont des accidents. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de victimes directes, mais une pale d'éolienne qui casse, c'est assez spectaculaire. Ça va, certains estiment, à plus d'1 kilomètre. Bon, disons, restons raisonnables dans un périmètre peut-être un petit peu inférieur, mais ça existe. Et là, déjà, pour la protection des riverains ou la protection des routes, il y a des questions de distance qu'il faudrait nettement augmenter actuellement. Aujourd'hui, c'est... Mais écoutez, il n'y a pas de règle. En réalité, les promoteurs, dans leur grande largesse, depuis la création, c'est-à-dire en 2000, où les éoliennes ne faisaient qu'en gros 80 mètres de haut, disent nous ne mettrons pas d'éoliennes à moins de 500 mètres des habitations. Mais c'est toujours la même règle interne, alors qu'elle est complètement dépassée. Aujourd'hui, pour des questions de sécurité, mais surtout des questions de santé, et je voudrais en dire un mot, les éoliennes à 500 mètres d'une habitation, c'est une hérésie. Même certains promoteurs actuellement s'en rendent compte et disent maintenant, nous ne mettons pas, nous, ce parc éolien, nous ne mettrons pas d'éoliennes à moins de 700 ou 800 mètres des habitations. En Angleterre, il y a une grande, étude qui est lancée par les autorités parce qu'il y a des gens qui se plaignent de plus en plus des nuisances de ces éoliennes. Alors, là aussi, si c'était que quelques personnes en France, on pourrait dire, c'est pas bon, ça peut arriver, mais c'est des informations qui viennent du monde entier. Et c'est des choses très sournoises. L'éolienne produit des basses fréquences et des infrasons. Et ces basses fréquences et ces infrasons vont loin. Et il se trouve qu'un certain nombre de personnes, et sûrement pas tous, doivent être sensibles, ou plus sensibles à ces choses-là. Et ces gens-là tombent malades. C'est le même symptôme qui a été mis en évidence dans tous les pays. C'est le symptôme des éoliennes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus dormir, ils se sentent très mal, ont des hypersensibilités, et il y en a qui ont été obligés de quitter leur maison. Ça s'appelle le syndrome des éoliennes. C'est un peu comme le mal de mer. Si vous voulez. Certaines personnes ont le mal de mer, d'autres pas. Et les médecins qui s'en occupent dans le monde entier pensent que ça vient de la structure de l'oreille interne. C'est les dernières informations. Et nous demandons actuellement, par raison, à faire en sorte que les lois actuelles éloignent les éoliennes des habitations. Alors, quelle distance? Je vous dis, on n'est pas pour des distances, etc. Mais néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les 500 mètres sont totalement insuffisantes. Du reste, l'Académie de médecine, dès le début, a dit attention, selon l'Académie de médecine, de rapport France, aucune éolienne ne devrait être mise à moins de 1500 mètres des habitations. Donc, on a un vrai problème et j'espère qu'un certain nombre d'élus raisonnables, de toute tendance, feront en sorte de faire que les promoteurs éloignent leurs éoliennes. Sans ça, on va vers un grand risque. Et sans parler des phénomènes tout bêtes, c'est-à-dire disons, la fascination hypnotique. Parce que vous voyez des pales qui tournent. Par exemple, je vous dirais personnellement, lorsque ça m'arrive de conduire en autoroute en passant devant un champ d'éoliennes, le fait de voir les éoliennes qui tournent, ça introduit un sentiment de malaise. Vous avez des gens qui ont des maladies potentielles, qui sont sensibles, plus sensibles que d'autres. Vous avez le fait qu'elles clignotent la nuit, ça fatigue. Vous avez le fait que le soleil... Par exemple, au coucher de soleil, quand le soleil passe dans les pales, votre maison, il y a un battement sur la maison d'ombre
c'est tout un tiers de seconde. Vous voyez, il y a un battement sur votre maison. Mais il y a des gens qui supportent pas. Moi, je connais des gens qui ont quitté leur maison. Et les maisons qui sont près des éoliennes, des champs éoliennes, certaines sont devenues invendables. On dit qu'à moins d'1 kilomètre, une maison peut perdre 20%, 30% de sa valeur. Mais alors, est-ce que, par exemple, vous avez une espèce de vade-mecum pour le particulier qui, d'un seul coup, habite un petit village tranquille ou à sa maison de campagne, bien sûr, pour faire en sorte qu'il puisse se défendre contre eux? C'est très simple. C'est-à-dire, tous les jours, nous recevons des coups de téléphone et c'est pratiquement toujours le même scénario. La personne ou les personnes concernées sont les derniers prévenus. Pourquoi ? Parce que tout est fait en secret. On n'a pas intérêt à alerter les gens qui vont être victimes. Donc, quelqu'un qui dit « mais je viens de découvrir qu'il y a un projet de champ », ça va même plus loin. Des fois, il y a des gens qui disent « mais il y a un permis de construire, qu'est-ce que c'est ?» On ne les a pas prévenus. Et on va leur mettre des éoliennes à 500 mètres de chez eux. Parce que ça peut être aussi la commune d'à côté. S'ils sont en frontière de commune, la commune d'à côté ne va pas leur dire. Donc, vous voyez, et ils nous disent « qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, nous, ce que nous disons, et c'est par expérience d'années, c'est constituer le plus vite possible et très en amont une association. Une association, c'est 3 personnes, ça coûte 60, 80 €. Et au moins, vous parlez plus à titre individuel, vous parlez à titre d'un groupe. Et les lois, c'est bien en France. Les associations, jusqu'à présent, sont protégées. Avec la nouvelle loi de la transition énergétique, elles risquent de plus l'être, ce qui est scandaleux. Mais si vous aimez mieux, et à ce moment-là, vous avez des recours. D'abord, c'est d'informer. Il faut informer tout le monde. Les gens ne sont pas au courant. Vous savez, leur expliquer ce que c'est qu'un champ d'éoliennes. Pas les photomontages des promoteurs où on voit les éoliennes toutes petites, toutes blanches sur un fond bleu qu'on ne voit pas. Non, leur montrer ce que c'est la réalité, qu'ils aillent en voir du reste. Puis leur dire ça sera à 500 mètres de chez vous. Puis ensuite, si vous voulez, d'essayer de faire en sorte de convaincre. Alors, on y arrive. Pas toujours, mais on y arrive. C'est-à-dire que très souvent, il y a des communes, des gens de communes qui se mobilisent et petit à petit, si vous aimez mieux, le projet tombe. Mais les promoteurs sont tellement avides d'argent, parce qu'eux vont faire des fortunes, c'est des millions d'euros. Ils ont peut-être convaincu le maire, il y a peut-être eu des prises d'égal d'intérêt, c'est peut-être le maire, les éoliennes sont peut-être sur le champ du maire. Hein, vous savez, on voit tout tous les jours. Donc cette association va avoir à se battre. Et pour se battre, nous, on a des kits complets. Il faut savoir que la Fédération Environnement Durable, c'est quoi ? C'est d'abord un groupe de 7 personnes, il y a des magistrats, il y a des experts. Donc on est tous des bénévoles, on n'a aucune subvention. Et par contre, on amène des compétences et de l'expérience. Donc, il y a si vous voulez, un certain nombre de recommandations en disant, ben voilà, votre association, il va y avoir une enquête publique. Cette enquête publique, il faut que les gens y aillent et s'expriment. Parce que des fois, ils ne peuvent même pas s'exprimer parce qu'il y a vraiment des pressions. Les commissaires enquêteurs sont formés par les promoteurs. C'est très curieux que dans toutes les enquêtes publiques, les enquêtes publiques sont toujours... Pas toujours. Ou presque toujours, s'il est très rare que le commissaire enquêteur donne un avis défavorable à un projet supplémentaire. Non, aujourd'hui, il y a un commissaire enquêteur qui vient de signer pour un parc dans Ardèche un rapport absolument décapant en disant mais hors de question de mettre ces éoliennes ici, ça massacre complètement les paysages, etc. d'Ardèche. Enfin, non, il y en a des commissaires enquêteurs. Il faut savoir que les promoteurs forment les commissaires enquêteurs. Ce qui est hallucinant. Laisser faire des choses comme ça, c'est... Enfin, bon, c'est plus... Donc, enquête publique, et à ce moment-là, le rapport du commissaire enquêteur n'est peut-être pas aussi favorable que des fois, il peut être négatif. Puis ensuite, le préfet signe ou signe pas, en fonction quand même. Vous savez, les préfets, ils sont aux ordres, mais moi, je respecte beaucoup le système préfectoral parce que ce sont des gens souvent qui sont pris entre leurs convictions et des obligations. Et quand ils signent, vous savez, ils ne sont pas tous tout à fait convaincus qu'il faudrait signer. On leur demande de signer, ils signent. Et une fois que c'est signé, vous avez la lutte. Alors c'est la lutte administrative, tribunal, bien sûr, tribunal d'appel, cour de cassation. Et donc ça peut durer des années. Mais la semaine dernière, je vous cite l'exemple, Bretagne, Banalex, c'est du vent. Je le connais bien, donc... Philippe Fatras, le président, se bat depuis 12 ans. Et il vient de gagner. Donc c'est une longue lutte. Il faut être patient. Et c'est pour ça que la Fédération Environnement Durable est redoutable, parce que le temps travaille contre les promoteurs. Un promoteur emprunte.
Donc il faut qu'il ait la garantie que le parc ne va pas avoir d'ennui, qu'il a toutes les lois pour lui, qu'il n'y a pas de recours. C'est-à-dire que ce qu'il a prévu à un moment donné, son business plan, si ça se décale d'1 an, 2 ans, voire 3 ans, 4 ans, ça peut devenir catastrophique. Et ça, on arrive aujourd'hui à la Fédération Environnement d'arriver peut-être à faire tomber, je dirais, un parc sur 2. Écoutez, en tout cas, il faut être très vigilant pour la loi sur la transition énergétique, parce qu'on annonce toutes sortes de mesures destinées à empêcher que les associations puissent exercer des recours légaux. Les lois sont faites par les promoteurs. C'est simple. Vous savez, les promoteurs ont des syndicats ultra puissants. Ces syndicats sont en connexion totale avec l'Agence de maîtrise de l'énergie, je pèse mes mots en disant ça, et le ministère de l'Environnement, où ils ont des relais. Ils ont des élus relais, comme tout lobby, ils préparent les lois, ils les font voter, donc c'est des lois pour eux. Quand on voit que, par exemple, le directeur des éoliennes à l'ADEME est devenu président du syndicat des énergies... Rappelez-nous ce que c'est que l'ADEME. L'Agence de maîtrise de l'énergie. C'est elle, si vous aimez mieux, qui aide les communes à choisir des choses. Et l'ADEME, les directeurs de l'ADEME régionaux faisaient des conférences pro-éoliennes. Oui, c'est clair. Et si on va se brancher sur Internet, sur le site de l'ADEME, c'est une propagande incroyable. C'est le syndicat des énergies renouvelables, l'ADEME, dans le domaine de l'éolien. Je voudrais séparer quand même. L'ADEME, c'est 1 millier de personnes, je ne sais peut-être pas le chiffre exact, mais vous avez des services de l'ADEME qui jouent tout à fait leur rôle en tant qu'experts, en tant que... conseil sur les énergies, des choses comme ça. Mais vous avez, dans le domaine de l'éolien, là où il y a d'argent, c'est la même chose. Pour nous, depuis le début, syndicat des énergies renouvelables, ADEME, certains relais dans le ministre de l'Environnement, c'est la même chose. Donc les lois sont faites par les promoteurs. De toute façon, on le voit très bien. On a quand même des informations. Une loi préparée au syndicat des énergies renouvelables, on la retrouve sur le bureau de l'Assemblée nationale. Alors je voudrais, pour nos auditeurs, donner vos coordonnées, la Fédération de l'environnement durable, et surtout le site web, c'est www.environnementdurable, en un seul mot, .net. Et le contact @ Et ça, c'est le courrier électronique, le courriel, c'est contact @ environnementdurable.net. Voilà. Et je pense que vous avez une adresse, mais peu importe. Oui, mais nous sommes tous des bénévoles. Oui. Donc nous n'avons pas d'argent, je veux dire. Nous nous battons avec des euros face à des sociétés qui gagnent des milliards d'euros. Et qui ont des armées d'avocats. Des armées. Donc la seule technique, c'est des techniques modernes, c'est bien sûr Internet, c'est un réseau, et ce réseau communique en permanence. Vous savez, par exemple, quand on fait une lettre d'information, on l'envoie à 100 000 contacts. Alors, je voyais, par exemple, un article qui est paru en octobre dernier dans Le Figaro. Ça ne vous a certainement pas échappé. Alors, cet article, c'est un reportage, ces particuliers qui ne veulent pas d'éoliennes chez eux. Et alors, dans le Pas-de-Calais, vous avez la justice qui a récemment ordonné la démolition de 10 installations sous le prétexte que c'est la dénaturation totale d'un paysage bucolique et champêtre. Oui, mais ça c'est le château de Fers, donc avec un avocat qui s'appelle Philippe Baudreau et qui a gagné au tribunal, justement parce que là, EDF Énergie Nouvelle avait planté des éoliennes en face d'un château. Et franchement, quand on voit les photomontages, c'est un peu comme la cathédrale de Coutances, si vous voulez. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on veut de la France ? Aujourd'hui, je recevais un mail ce matin où on me signalait qu'il y avait un projet qui venait de signaler où il y avait 6 châteaux classés autour. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de... La saline royale, actuellement, vous savez, il y a un projet en vue de cette saline... patrimoine mondial de l'UNESCO. Saint-Savin, Vézelay vont être touchés. Alors au début, ça paraît minime, on dit ouais, ils sont un petit peu loin et tout, mais non, quand les promoteurs ont commencé à installer des éoliennes, rien ne les arrête. On l'a vu dans la Beauce, Picardie, c'est l'horreur. Au Languedoc-Roussillon, 600 machines. Alors ce qui se passe malgré tout, c'est que
il y a quand même un danger réel, en plus de ceux que nous avons évoqués, c'est que du point de vue touristique, la France perd totalement de son attrait. Parce que c'est évident que, par exemple, qui aura envie de s'installer pour passer du tourisme au pied d'une usine? Et c'est exactement ça, les éoliennes. Ce sont des usines. On banalise. Si vous, les gens vous répondent, et je le comprends très bien, mais cette machine est belle. Et je dis, bon, pourquoi pas? C'est une architecture moderne et tout. Mais le fait, c'est qu'on n'en met pas une. On en met 10, on en met 100, on en met 1000. Et à ce moment-là, vous industrialisez et vous banalisez un champ d'éoliennes. Et ce champ d'éoliennes, vous pouvez le voir en Allemagne, vous pouvez le voir sur les collines d'Espagne, vous pouvez le voir ailleurs. Donc ça veut dire que petit à petit, le paysage disparaît, les monuments disparaissent. Et qu'est-ce que c'est que la France? Quels sont nos atouts? Vous savez, j'étais dans 70 pays. Quand j'étais dirigeant d'entreprise, président de filiale de grands groupes, et à chaque fois que je revenais, je prenais 70 fois l'avion par an. Moi, ce qui me frappait en arrivant en France, je disais, mais qu'est-ce que ce pays est beau et pourquoi? Alors, la première raison, c'est qu'on a une géologie excessivement variée. On a du granit, on a du calcaire, on a beaucoup de côtes, ou on avait beaucoup de côtes, et vous avez des belles rivières, vous avez la Loire, c'est magnifique. Donc, et varié. Vous changez très vite. Et en plus, on a une architecture historique assez extraordinaire. Pas uniquement les grands châteaux, et Dieu sait s'ils sont beaux, mais vous avez par exemple en Bourgogne des petites maisons qui sont superbes. Et là, d'un seul coup, on truffe ça de pointes d'épingles avec des grandes ailes, etc. C'est-à-dire qu'on transforme ça et on voit plus que ça. On vole notre âme. C'est ce que je dis, on vole nos paysages, on vole notre âme. Et même en dehors de l'aspect économique, ça va perturber le tourisme, oui, mais on dénature notre pays et je crois qu'on est en train de perdre justement ce qui fait sa richesse. Mais non seulement on dénature notre pays, mais il faut dire les choses, appeler un chien et un chat, c'est moche. C'est-à-dire que vous avez des paysages qui avaient une très grande harmonie. Bien sûr. Et on voit plus que les éoliennes. On les dénature complètement. On voit plus que les éoliennes. On ne voit plus que les éoliennes. Et il y en a partout, absolument partout, ce qui est quand même quelque chose d'hallucinant parce qu'on pourrait s'imaginer que comme dans toute usine, eh bien l'usine est installée à un endroit. Bon, oui. Très bien, vous avez la raffinerie de Feyzin qui est près au sud de Lyon, c'est clair, il y a des gaz qui en sortent. Bon, c'est nécessaire d'une certaine façon, mais vous n'avez pas des raffineries qui sont présentes dans toutes les villes. Donc là, on installe ces... Et alors, là où on ne se rend pas compte, c'est que qui a envie de venir passer ses vacances dans un environnement qui est à ce point bousillé? C'est une bonne question, parce que, si vous voulez, la France est quand même un pays qui vit aussi en partie de son tourisme. Le tourisme, c'est une valeur de la France, c'est-à-dire les gens viennent en Bourgogne, ils viennent voir les châteaux de la Loire. À partir du moment où vous avez des usines partout, ils n'ont plus envie d'y venir. Pourquoi, Becquet l'a bien dit, là, au Tréport, qu'est-ce que les gens, quand ils vont au Tréport, ils vont pas voir un champ d'éoliennes, ils vont voir les pêcheurs avec leurs bateaux et ils vont manger dans les petits réseaux du port du Tréport qui a de l'âme. Il y a de l'histoire. Ils vont manger parce que ça représente quelque chose. Mais si on met des éoliennes de Tréport, ils pourront voir celles du Tréport, mais ils pourront voir d'autres ailleurs, partout. Donc on a banalisé, on a oublié le reste. Et c'est le reste, justement, qui fait notre richesse. Et ça, je suis très, très inquiet. Et quand je vois Mme Ségolène Royal qui ose dire des choses pareilles, c'est pour ça que je me mets en colère. Et je la supplie de réfléchir à ce qu'elle fait. Elle est encore capable de sauver la France. Et je pensais, quand elle a été nommée ministre de l'écologie, je me suis dit, c'est une personne sensible, donc elle va essayer de sauver notre pays. Vous savez, j'ai discuté il y a quelques années avec le président Valéry Giscard d'Estaing, qui a dû se préfacer mon livre, mais je ne fais pas de politique, je vous dis, c'est pas du tout ça. Mais ce qui m'avait frappé dans son analyse, c'était deux choses. D'abord, économiquement, il fallait tout de suite, il avait compris le système, c'était vraiment une catastrophe économique. Mais j'ai eu le sentiment d'avoir quelqu'un qui aimait son pays, qui aimait la France, qui aimait les paysages, qui aimait son architecture, qui aimait ses monuments historiques, quelqu'un de très cultivé de ce côté-là et qui était prêt à le protéger. Et malheureusement, actuellement, je ne vois que des gens qui sont là pour le détruire. Oui, alors je voudrais, si vous voulez, rendre hommage au moins
selon le principe qu'on juge l'arbre à ses fruits, à M. Giscard d'Estaing, parce qu'il a exercé des hautes fonctions dans la région, en particulier l'Auvergne, puisque c'est un peu son domaine de prédilection, et c'est encore une région qui, jusqu'ici, a été relativement protégée du point de vue des éoliennes. Si vous prenez la route, par exemple, de Paris, vous arrivez à Orléans, des éoliennes, vous passez à Châteauroux, il y a encore des éoliennes, et ensuite... La Picardie a disparu. Après Bourges, eh bien... Bon. La Picardie est morte. Oui. Vous pouvez rayer de la carte la Picardie et ils se vantent d'être la première région. Mais actuellement... Nous sommes allés, j'ai été me balader et protéger le col du Bonhomme. Il faut savoir que le col du Bonhomme, dans les Vosges, c'est un site magnifique et ils veulent mettre des éoliennes sur le col du Bonhomme. Alors non seulement ils veulent mettre des éoliennes, mais en plus il faut déboiser. Oui, alors ça, bravo l'écologie. Il faut installer des lignes électriques. Et c'est un maire, en plus, élevé les Verts, qui dirige la ville. Bon, alors actuellement, on s'est battu, on a fait des manifestations là-bas avec Vosges Environnement, qui est une équipe très très dynamique, qui vient du reste de signer un partenariat avec les associations allemandes de l'autre côté de la frontière, qui se battent aussi. Il ne faut pas croire, les Allemands se battent pour leur forêt. Donc pour sauver les cols des Vosges. Les Vosges, c'est mieux que les éoliennes. Voilà leur slogan. Les Vosges, c'est mieux que les éoliennes. Mais je dirais que la question qu'il faut poser à toutes ces personnes, c'est de dire, bon, vous allez construire 10, 20, 50, 100, 1000 éoliennes. Très bien. Où sont les usines, les centrales thermiques qui vont remboucher les trous lorsqu'il n'y aura pas de vent? Parce ça, c'est le mensonge. Si vous voulez, le mensonge consiste à dire, très bien, pour des raisons qui leur sont propres, je ne vais pas rentrer dans ce débat, les Verts, par exemple, vont dire on veut abandonner le nucléaire. C'est ce que font les Allemands, d'ailleurs. Très bien, on abandonne le nucléaire et on met des éoliennes. Mais ça n'arrange pas quoi que ce soit. C'est une électricité intermittente. Donc, où va-t-on installer les centrales thermiques à charbon, au gaz ou au fioul? Mais le programme de la transition énergétique, c'est un mensonge. Quand on dit... Je ne parle jamais du nucléaire, je ne suis pas favorable viscéralement au nucléaire. Non, mais mais personnellement. Mais quand on dit quelque chose, il faut aller jusqu'au bout de son raisonnement. La transition énergétique, je veux réduire de 75% à 50% la production d'énergie nucléaire en France. Ça veut dire immédiatement, pour un physicien que je suis, bon, il faut fermer des centrales. Donc immédiatement, avec ce programme, la première question, c'est en parler et de dire on ferme Fessenheim, on ferme Civaux, on ferme, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a 20 réacteurs à fermer, et en face, il faut mettre un planning, et il faut mettre des moyens. 1, on n'a pas le planning. 2, on n'a pas les moyens. Ensuite, quand on regarde, par contre, les éoliennes qu'on va monter, on se dit, mais alors, est-ce qu'elles sont capables, et c'est ce que nous voulons dire, de remplacer? Et techniquement, elles ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'on va avoir la double pénalité. On gardera notre nucléaire. Plus personne ne parle d'enfermer actuellement. On gardera notre nucléaire et on se pénalise avec des éoliennes. Alors, si c'est une question de sécurité, et je comprends très bien et je respecte ceux qui veulent sortir du nucléaire pour des questions de sécurité, à la fois des centrales, à la fois des déchets. Ils ont parfaitement le droit de le dire et je vous dis, jamais je les critiquerai. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on leur ment. On leur ment. Et qu'actuellement, ils font le travail des promoteurs. Quand je vois des gens qui veulent sortir du nucléaire, qui font la promotion des éoliennes d'Areva, ben, je leur dis, mais attendez, pour qui vous travaillez? EDF, Areva sont vos pires ennemis, vous êtes en train de faire leur promotion. Oui, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que d'une part, il faut à chaque fois qu'on a des équipements, et c'est un peu, je dirais, la base des critiques de l'énergie nucléaire, ils vous disent c'est très bien, une centrale nucléaire, ça produit de l'électricité à bon marché, mais qu'en est-il de la fin de vie, de la dépollution, etc. Ils ont raison. Ce sont des questions intéressantes, mais on pourrait poser exactement les mêmes questions pour les éoliennes, parce qu'une éolienne est prévue pour une durée de vie de 15 à 20 ans,
Bon, très bien. Et une fois qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut naturellement se rendre compte Tout à que fait. tout est détérioré, il faut la démonter, la refaire. Alors, par exemple, on part de bateaux gigantesques Oh, bah qui là, sont utilisés pour installer l'éolienne en mer. Attendez, Comment va-t-on faire pour non, mais attendez. sortir C'est impossible. Non, Enfin. mais attendez, l'histoire du Tréport, imaginez pour mettre des éoliennes de 200 mètres de haut, ce qu'il va falloir faire au fond de la mer. Oui, bien sûr. Becquet disait c'est un travail identique, je ne sais pas si vous avez pesé le mot, au TGV. Il faut voir ce que font les bulldozers. Et là, ça va être des explosifs, ça va être des ancrages. Et les explosifs, bien entendu, Bon. ça fait du bien aux poissons. Comme Tout ça. Alors, peut-être qu'après, les promoteurs prétendent que le poisson revient. Moi, je veux bien. Quoi qu'il y ait des histoires comiques sur la. Ils voulaient même mettre des rochers dans un endroit où on pêche la sole. Mais enfin, ça, c'est un truc. Mais cette période de construction qui va durer des années et des années, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. On est en train de prendre une zone qui est grande comme Paris, hein, aux pêcheurs. Il y a 900 familles là-bas. Alors qu'est-ce qu'on va? On va les acheter, on va les subventionner, on la transforma en bateau pour aller visiter les éoliennes, pourquoi pas? Mais enfin, où est-ce qu'on va? Oui, et en même temps, c'est quelque chose qui a été amplement décrit, c'est que le problème, c'est que quand même, il y a du passage de bateaux dans la Manche. Alors là, écoutez, Et là, par exemple, on imagine tout à fait ce que pourrait faire, par exemple, la collision d'un pétrolier avec une éolienne. Ça serait... je suis pas marin, donc c'est pas un terrain que je connais bien, je peux l'imaginer, mais c'est sûr que quand on voit le trafic qu'il y a dans la Manche, là, je suis pas quelqu'un de raisonnable qui n'est pas du tout ni politique, je se poserait quand même quelques questions. En effet, pourquoi mettre 75 plus 100 plus 250 mâts, des Oui, pièges? et en même temps, ce n'est pas du tout quelque chose d'abstrait, parce que vous avez le fameux rail dans un sens. C'est-à-dire le rail, ce sont deux chenaux qui sont bien délimités, dans lesquels vous avez le trafic qui va d'est-ouest et le trafic qui va ouest-est. L'éolien, c'est l'horreur absolue au point de vue de la sécurité. Je vous cite un exemple absolument scandaleux qui a amené du reste la Fédération Environnement Durable à faire disons une lettre d'information, puis ensuite un communiqué de presse. Actuellement, les radars militaires sont perturbés par les éoliennes. Ça fait longtemps qu'on le sait, c'est-à-dire qu'un radar, quand vous avez un champ d'éoliennes, ça perturbe les échos, et la défense nationale, et surtout l'armée de l'air, est très opposée à ces éoliennes qui masquent leurs moyens de défense. Actuellement, les promoteurs font des pressions à travers du reste des élus et tous les moyens possibles pour faire céder l'armée de l'air. Et ils ont même réussi, si j'ai bien compris au dernier, que ce soit maintenant les promoteurs éoliens qui prouvent qu'il n'y a pas de nuisance, c'est-à-dire que c'est eux qui font les études. C'est-à-dire qu'on renverse complètement le truc. Oui. Or, moi, je ne sais pas, quand je discute avec des amis qui sont un peu experts dans ce domaine, on est quand même là dans un moment où la défense nationale, il vaut mieux qu'on la renforce plutôt que de l'affaiblir. Et ce qui est en plus défense aérienne, avec tout ce qu'on voit, ces drones qui commencent à se balader un peu partout, qui sont plus qu'inquiétants, à mon avis, on doit renforcer nos moyens de défense. Or, la détection, donc les radars, sont intouchables. Mais un avion qui vole Alors, en dessous de la hauteur maximale des éoliennes... Alors là, il y a des couloirs aériens et là aussi, il y a des pressions, si vous aimez mieux, pour faire en sorte que des éoliennes qui ne devraient pas se mettre à terme. 220 mètres, c'est Oui, énorme. mais vous avez pire, c'est-à-dire que nous avons par exemple des lettres de promoteurs qui demandent à faire pression à travers des élus pour que l'armée de l'air ou l'armée civile cède. On en est là, c'est-à-dire que rien n'arrêtera ces gens-là. Sauf une décision politique Sauf au sens bien mené. Mais je voudrais, pendant les quelques minutes qui nous restent, eh bien, aborder un autre sujet. Alors, les Parisiens qui habitent à côté du Champ de Mars, au moment des grandes migrations d'oiseaux, se promènent au pied de la Tour Eiffel et ils trouvent parfois un canard, ils trouvent parfois une oie. Ce sont des oiseaux qui ont heurté la Tour Eiffel et qui sont morts, parce qu'ils ont volé en escadrille et ils ont heurté la Tour Eiffel. Bon, ce qui se passe, c'est que tous ces champs d'éoliennes
sont absolument mortelles pour les grandes migrations d'oiseaux. Or, les grandes migrations d'oiseaux, on pense par exemple à la baie de Somme, au Marcanterre, où vous avez des réserves ornithologiques gigantesques, eh bien, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'installer des éoliennes exactement dans le champ du passage des grandes migrations d'oiseaux. Et ça va faire une hécatombe. Alors, jusqu'à présent, si vous aimez mieux, ceux qui protestaient étaient contrés par le fait que la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, fait les études pour les promoteurs. C'est eux qui font les études la plupart. Donc ça veut dire qu'en fait, d'une certaine façon, ça laisserait entendre qu'ils pourraient être intéressés par l'argent des promoteurs. Quand vous ne mordez pas la main qui vous nourrit. Oui. Donc, néanmoins, il faut séparer quand même entre certains, disons, dirigeants peut-être, et d'autres qui, au contraire, voient parfaitement les choses et qui essaient de faire changer cette méthode. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que des LPO locales où des gens sur place se rendent compte, en effet, que, les rapaces ont atteint, ça c'est sûr, les chauves-souris sont mortellement atteintes. C'est un massacre. Plus, alors, les problèmes de migration, il paraît que les oiseaux évitent, mais je ne suis pas spécialiste. Néanmoins, je vous donne un exemple aujourd'hui. La LPO de l'Aude, vous savez que l'Aude est envahie d'éoliennes. LPO, pour les auditeurs, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Vient de demander l'interdiction totale de construction de toute nouvelle éolienne dans l'Aude en disant « ça suffit ». Donc ça, c'est du courage, si vous aimez mieux. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a dans la direction de la LPO des gens parfaitement honnêtes, compétents, qui se rendent compte qu'il faut revenir vraiment aux fondamentaux de la LPO et surtout pas, disons, faire des choses qui ont peut-être été faites à certaines époques. Et je crois que là, il y a espoir que la LPO enfin dévoile les vraies questions concernant les oiseaux. Oui, il y a des mortalités d'oiseaux importantes. Oui, il y a des victimes dans d'autres domaines. Il faut le dire, il faut essayer d'arrêter ça, mais je vous dis, c'est tout un mauvais moment qui a été passé. Oui, mais j'insiste sur le fait que vous parlez de la Picardie qui est massacrée par les éoliennes, mais la Picardie maritime, eh bien, ce sont toute la chasse à la hutte, c'est-à-dire vous avez des gens qui attendent les oiseaux de passage et ils en prélèvent quelques-uns. Bon, alors les écologistes disent c'est mal, mais il y a tellement de canards, tellement d'oies de passage. Bon, et ces oiseaux qui... Je ne défendrai pas la chasse. Non, mais je veux dire par là, ces oiseaux qui vont se faire massacrer par Ce sera une des causes supplémentaires majeures de destruction de certaines espèces d'oiseaux. Et là, je crois que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de remèdes. Les Espagnols qui se sont aperçus qu'il y avait des massacres au sud de l'Espagne, à un moment donné, ça faisait tellement de bruit médiatique qu'ils ont mis des observateurs, soi-disant, pour voir quand les oiseaux passaient et arrêter les éoliennes. Bon, ça a dû durer le temps où les télévisions étaient là. Je crois qu'il y a un vrai problème et j'ai bon espoir que la LPO, enfin, disons, bascule. C'est quand même très curieux de la part d'un organisme qui est censé protéger les oiseaux. Enfin, quel intérêt pourrait-on voir de la construction d'éoliennes Écoutez, moi j'ai assisté à des conférences de gens tout à fait honnêtes qui essayaient de faire des études justement sur la mortalité des oiseaux. C'est pas si facile parce que les pales, si vous voulez, qui vont à 300 à l'heure, touchent un oiseau, mais lorsqu'il tombe sur le sol, vous avez beaucoup de prédateurs, par exemple. S'il y a des renards dans le coin, il n'y a plus beaucoup d'oiseaux morts qui restent au bas. Donc c'est une étude qui n'est pas si évidente que ça. Et je pense que dans les rapports qui ont été publiés, il y a eu aussi des choses qui ont été, entre parenthèses, je ne dis pas cachées, mais ils n'ont pas dévoilées au grand public. Donc j'espère que ça viendra... Parce que on est un petit peu devant une situation très curieuse. C'est-à-dire que tous les partis politiques de gouvernement, c'est-à-dire ceux qui ont exercé des fonctions gouvernementales avant et aujourd'hui, eh bien, exercent des pressions
pour que les associations ne puissent pas faire de recours pour essayer de mettre d'éoliennes partout. Dans tous les endroits touristiques, installer des champs d'éoliennes qui polluent le paysage, qui font du bruit. Si vous vous mettez à côté d'une éolienne, vous entendez les pales qui tournent. Enfin, et alors, si vous voulez, tous ces gens sont unanimes et on a presque l'impression de s'adresser à un mur. Alors, il y a au milieu de tout ça des associations ou des fédérations d'associations comme la vôtre qui se battent. Mais c'est quand même très curieux qu'il ne se trouve personne pour dire... Un système trop subventionné. On parle de milliards. La commission de régulation d'électricité, je finirai par ça, estime que la ponction financière sur les factures d'électricité des Français de 2001 à 2013 a été de 20 milliards. Elle prévoit, et c'est l'équipe de l'ADOUCET, la commission de régulation de l'électricité, de l'énergie, pardon, de 2015 à 2024, 100 milliards. 100 milliards qui seraient prélevés sur les factures d'électricité. Et cet argent va vers des promoteurs. Ça alimente derrière des convoitises et même des sociétés, une fois qui vivent avec ça, donc elles ne vont pas céder. Même celles qui ont des structures parfaitement légales et tout, une fois qu'elles sont sur ces marchés, avec des jeunes qui ont été embauchés et qui font de la prospection, rien ne les arrête, si vous voulez, pour atteindre ce but. Et donc vous dites que il faut casser le système. Il n'y a pas d'hommes politiques ou de femmes politiques qui soient assez déterminés pour changer ça. Non, j'ai espoir dans mon pays. Vous savez, si je vais voir les sénateurs pour leur donner un rapport où il y a des choses assez redoutables, c'est bien pour les convaincre qu'il faut freiner et arrêter ce système, faire une pause. Et sans ça, je pense qu'on fait couler la France énergétiquement, et ça ne nous pardonne pas. Hein. Je peux vous dire que la France, c'est fini. Hein. C'est clair, mais c'est-à-dire que déjà, il n'y aura plus de beaux paysages. Parce que oui, puis même économiquement, c'est-à-dire que si on plombe encore les PME, on est à 4,4% de chômage, on va vers des horizons où plus rien ne sera contrôlé. C'est-à-dire qu'il y aura des isanies locales, parce qu'il y aura des riches et des pauvres qui vont casser. Vous savez, quelques personnes qui touchent des rentes et d'autres qui ne peuvent plus payer. C'est jamais très sain. Vous aurez des histoires en plus de famille, parce que tout ça, ça casse le tissu social. Vous aurez des problèmes avec les PME, enfin toutes les entreprises qui consomment de l'électricité qui ne devront plus payer. On va vers une catastrophe nationale. Alors, écoutez, nous avons amplement fait le bilan de cette construction des éoliennes. Et c'est quelque chose qui est donc très noir. Vous avez une véritable mafia qui s'est installée sur l'argent qui leur était offert, un prodigieux rangement, des fortunes faciles, et qui sont installés maintenant dans un système qui ne leur donne pas envie de lâcher. À côté de ça, vous avez une prodigieuse et stupéfiante complicité du monde politique qui ne s'est pas réellement opposé à cela, et une passivité. Et maintenant, vous avez encore d'autres choses. Alors, nous avons parlé, vous avez parlé des éoliennes de 200 mètres, c'est-à-dire les éoliennes maritimes et les éoliennes terrestres. Est-ce qu'on pourrait simplement parler des micro-éoliennes, parce qu'il nous reste quelques minutes. Alors, vous avez des braves gens qui ont vu arriver des entrepreneurs qui leur ont dit « mais installez une éolienne sur votre toit, ça va vous fournir en électricité ». Alors, personne se sont dit « mais pourquoi pas, après tout, plutôt que de payer une facture à EDF, j'installe une hélice sur mon toit ». Et personne dit bien très bien, ça va vous coûter 15 ou 20 000 euros et vous aurez une centrale électrique qui va vous alimenter en électricité. Et la plupart de ces gens-là se sont fait escroquer. Oui. Alors, vous avez toujours des gens qui surfent sur la mode, c'est-à-dire à partir du moment où on met des éoliennes partout, ça veut dire que les petites éoliennes sont bonnes. Donc n'importe qui vend un petit moulin à vent est capable de vendre son moulin à vent en disant c'est merveilleux, et est capable d'extorquer quelqu'un en effet de sommes qui font que ils font payer 20 000 euros, quelque chose qu'il faudra 40 ans pour rembourser, et l'éolienne sera usée avant. Alors, si vous aimez mieux, ça commence à se savoir. Il y a eu des grandes émissions là-dessus qui, du reste, montrent bien que c'est bien un lobby qui est tout autour, là aussi. Mais je pense qu'il ne faudra pas non plus condamner toutes les énergies alternatives ou renouvelables. Je pense que
parmi tout ce qu'on a dit, il y en a certaines qui progresseront avec des gens sérieux et surtout beaucoup de recherche. Oui, parce qu'il faut bien savoir que pour ce qui concerne les grandes éoliennes, eh bien, il est clair que ce sont des techniques où les brevets sont allemands, c'est Siemens ou c'est essentiellement des brevets. Vestas et donc, les Français arrivent un peu en dernier ressort, ils sont obligés de fonctionner sous licence des Allemands. Oui. Et bien entendu, c'est chinois, ce n'est pas français. Mais on peut dire aussi que nous n'avons pas du tout parlé du solaire. Et autant les fermes solaires sont discutables parce que, si vous voulez, là encore, c'est lorsqu'il s'agit d'une énergie de masse, mais d'une certaine façon, les personnes qui installent des panneaux solaires sur leur toit pour chauffer leur chauffe-eau, ça, il y a peut-être quelque chose de concevable. Mais vous avez par exemple d'autres énergies alternatives aux renouvelables qui sont intéressantes. On parle du solaire, on parle toujours du photovoltaïque, mais sachez qu'un simple panneau noir avec de l'eau, et ça peut permettre dans certaines zones de pratiquement économiser énormément d'énergie. On capte la chaleur, là on la transforme pas en électricité, on s'en sert pour chauffer son installation de chauffage qui, elle, comme elle ne va pas partir d'eau froide, mais d'eau déjà tiède ou voire plus chaude, on va économiser énormément. Donc si vous voyez, il y a plein de techniques autres. J'avais fait une conférence au Collège de France sur justement où est-ce qu'il faut mettre de la recherche concernant les matériaux et les énergies alternatives. Mais il y a plein de choses certainement à faire. On a parlé de géothermie, il y a des choses à faire. Si vous voulez, ce qui est triste, c'est qu'on est en train d'épuiser tout cet argent qu'on aurait pu mettre, ces 30 milliards, voire 100 milliards, en chercheurs. On les dilapide pour acheter des machines au Danemark et en Allemagne. Et ce sont les consommateurs d'électricité qui paient ça sans le savoir. Vous vous rendez compte qu'avec cet argent, on est capable d'embaucher 10 000 ou 20 000 jeunes dans des laboratoires qui sortent des grandes écoles actuellement? Oui, je me rends compte, et je vais dire par là que c'est quand même assez stupéfiant qu'on en arrive à ce point-là. Mais si vous voulez, là, il nous reste plus de temps. Je voulais juste vous remercier, Monsieur Dutré, parce que j'espère qu'après votre causerie et l'appui que nous a apporté Christian Gérondeau, ainsi que notre ami Olivier Becquet du Tréport, je vous remercie. En fait, nous avons ouvert les yeux de nos auditeurs sur le fait que l'éolien, aujourd'hui, est un véritable scandale. C'est affreux. Alors, il y a tout, il y a la corruption, il y a l'argent facile, c'est quelque chose d'épouvantable. Et vous avez des gens qui, avec un grand sourire, vous disent on va encore construire 5 fois plus. Bon, alors résistez, chers compatriotes, et vous avez la Fédération de l'environnement durable à vos côtés. Merci. Je vous remercie de cette émission et nous arrêtons là. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs dans 4 semaines.